Samedi 27 juillet 2024. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée dont voici les grandes lignes. Au sommaire de l'actualité, menaces sur la sécurité publique à Dakar. Plus de 600 bâtiments menaçant ruine ont été répertoriés dans la capitale et plus d'un millier sur l'étendue du territoire national. Malgré la vétusté de ces maisons, des familles continuent d'y habiter au péril de leur vie à cause de leur vulnérabilité sociale. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Dr Djibi Diallo, propose la révision des textes qui empêchent l'autorité administrative d'agir directement pour démolir ces bâtiments. Comment procéder au rasement d'une maison? Combien s'élève le coût des travaux? Élément de réponse dans ce journal. Résultat du BFM à Kolda au centre principal de Médina Yoro Foulah. 14 candidats sont admis d'office, 23 devront passer les épreuves du deuxième tour prévues ce 29 juillet 2024. Les acteurs de l'éducation ont eu cependant beaucoup de mal à travailler avec le logiciel Anadol, plateforme mise en place pour faciliter la gestion et le traitement des données relatives au BFM à Kolda. Nous ferons le point dans ce journal avec notre correspondant à Kolda, Bekay Cissé. Et puis sport, Jeux Olympiques Paris 2024, les athlètes sénégalais ont raté leur entrée en lice avec la défaite de l'escrimeuse Ndeye Binta Diong. Elle a été vaincue in extremis par l'Égyptienne Aya Hussein, 14-15, en 32e de finale. Elle n'est pas la seule. En natation aussi, la nageuse sénégalaise Oumi Diop a terminé à la 4e place de sa série du 100 mètres papillon, une performance insuffisante qui ne lui permet pas de se qualifier au tour suivant. Tel est le sommaire de cette édition. D'abord, les résultats du BFM à Kolda, au centre principal de Médina Yoro Foulah. Sur les 53 candidats inscrits, 51 ont pu composer. Après délibération, 14 sont admis d'office. 23 candidats devront se pencher sur les épreuves du second tour prévu lundi prochain. Pour cette session, la grande innovation, c'est l'utilisation de la plateforme Anadol durant tout le processus. Cependant, dans certaines localités de ce département, il était difficile pour les acteurs de l'éducation de faire correctement le travail, suivant le reportage de Bekay Cissé. Le second tour commence le lundi à 7h30 ici au CM. Une information avant de proclamer. Nous sommes au centre d'examen du collège d'enseignement moyen de Médina Yoro Foulah. Dans ce jury, les résultats sont proclamés de façon traditionnelle. Aïssatou Guissé, première du centre, nous livre ses secrets et ses ambitions. Je faisais des cours de renforcement en PC, SVT et mathématiques à la maison. Je veux faire la série S. Je veux devenir un médecin. Parce qu'à Médina Yoro Foulah, on note un grand taux de mortalité. J'aimerais soigner, sauver des vies. J'aimerais que les parents qui laissent les enfants étudier, surtout les filles. Parce qu'on note un fort taux d'abandon à Médina Yoro Foulah. Dans ce centre d'examen qui regroupe 3 autres jurys secondaires, les résultats sont jugés plus ou moins satisfaisants, avec comme innovation la digitalisation de tout le processus de l'examen. La plateforme cette année qu'on nous a proposée, il y a eu des changements, ce qui a fait un peu la spécificité du travail au niveau du BFM. Nous allons vers une innovation pour essayer de digitaliser toutes les choses. Bon, comme toute innovation, dans ces premières phases de mise en œuvre, il peut y avoir quelques contraintes. L'utilisation de la plateforme nécessite une connexion permanente sur le réseau Internet. Et vous savez que dans le département, il y a des zones où la connexion n'est pas des meilleures. Voilà. L'électrification également de ces localités pose problème. Et néanmoins, il faut reconnaître que quand même, à notre niveau ici, l'IF, nous avons quand même pris toutes les dispositions. Malgré que Médina Yoro Foulah soit un département spécifique, élèves, parents et autorités éducatives, tous veulent renverser la tendance, d'où l'appel
à plus de synergie pour de meilleures performances scolaires. Et toujours dans l'actualité de ce 13h, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'Académie d'escrime et de justice réparatrice de la MAC de Thiès. L'État du Sénégal et ses partenaires, notamment l'Association pour le sourire d'un enfant, essayent de préserver les mineurs des risques liés à la détention et à la réadaptation mentale. Maître Ousmane Diagne est au micro de Binta Traoré et Mataba Badiara. Que je préside aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de cette académie d'escrime et justice réparatrice de l'Association pour le sourire d'un enfant. C'est également une satisfaction pour moi de constater que la volonté de son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de promouvoir une justice plus efficace et plus protectrice des citoyens, qui connaît une belle résonance avec cet ambitieux projet qui nous réunit ce matin. Cette académie nous offre, par ailleurs, l'occasion de nous engager inéluctablement dans la voie de la déconstruction des mythes et stéréotypes attachés à la population carcérale et d'aboutir à une solution adaptée au sein de la réinsertion. Je demeure convaincu que le partenariat qui lie mon département à l'Association pour le sourire d'un enfant depuis 25 ans a toujours été une solution crédible pour lutter contre la récidive chez les mineurs en conflit avec la loi, en vue de leur offrir plus d'espoir, qu'ils soient victimes ou en danger. En effet, Madame la Directrice, votre association n'a eu de cesse d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de détention, mais aussi pour une prise en charge optimale de la santé physique et mentale, l'égalité de genre et l'inclusion sociale au niveau de la population carcérale. Je vous l'annonçais dans le sommaire de cette édition. À Dakar, plus de 600 bâtiments menacent de s'écrouler. Un réel problème de sécurité publique et le risque est encore plus élevé avec l'hivernage. La seule solution est de les démolir. Que faut-il faire? Quelle est la procédure à suivre pour raser un bâtiment qui menace ruine? Élément de réponse dans ce reportage signé Djibril Diallo et Cheikh Niang. Au moins 1446 bâtiments menacent ruine au Sénégal, dont 627 à Dakar. Des bâtiments dont la plupart sont encore occupés, malgré leur état de décrépitude si avancé que la seule solution désormais est de les raser. Seulement, il va falloir d'abord expulser les locataires. Or, au Sénégal, l'expulsion est bien encadrée par la loi. L'expulsion de quelqu'un d'un bâtiment est du domaine de la justice. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de l'administration, ni des risques et de la menace. Et dans ces conditions, il faut un cas, une extrême urgence, que moi, par exemple, je prends mes responsabilités pour faire sortir des gens. Et effectivement, en le faisant, peut-être, je prends des risques aussi. Mais parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été convoqué au tribunal, il y a eu des plaintes qui sont tombées sur ma tête pour vouloir sauver des personnes et de leurs biens et de leur progéniture. Les gens m'ont traité devant la justice. Et ce phénomène n'encourage pas mes collègues. Ensuite vient la question de la démolition proprement dite. Et c'est au propriétaire du bâtiment lui-même de faire des démarches. Et certains ignorent, ils pensent que c'est l'autorité administrative qui doit démolir. L'État vient en aide pour régler les problèmes des populations. Mais la responsabilité de la démolition d'un bâtiment est d'abord une responsabilité personnelle. Et s'il n'a pas les moyens financiers, il peut s'approcher des autorités locales de sa commune pour solliciter de l'aide. Ils peuvent saisir le maire de la commune, n'est-ce pas? Et le maire de la commune peut signer peut-être un partenariat avec ce dernier qui va donc essayer de démolir et qui vont négocier la facture pour les modalités de paiement. Et si ni le propriétaire ni la mairie n'ont les moyens financiers ou logistiques pour démolir le bâtiment, c'est là qu'intervient l'administration. Et si le maire n'a pas, nous, autorités administratives, on est obligés de sceller le bâtiment et le confier à la mairie ou au chef de quartier. Là aussi, il y a des conséquences qui peuvent être décelées. Parce que quand le bâtiment est fermé, totalement fermé et scellé et confié à quelqu'un, souvent les badauds peuvent aujourd'hui le squatter,
de casser des murs, entrer et ils peuvent constituer effectivement une zone de repli des malfrats. Le péril d'un bâtiment est caractérisé lorsque les risques présentés par les murs n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires pour un maintien de la sécurité des occupants. Des bâtiments comme tels, il en existe des centaines au Sénégal. Et pour faciliter la démolition des bâtiments menaçant ruine, le sous-préfet de Dakar Plateau propose la révision des textes qui ne permettent pas à l'autorité administrative d'agir directement. Pour Dr Djibi Diallo, il faut aussi équiper les mairies et les structures de l'État dédiées. Suivons ses propos au micro de Djibril Diallo et Chernian. Les textes tels qu'ils existent actuellement ne permettent pas à l'autorité administrative d'agir directement sur un bâtiment. Il faut que l'autorité administrative aujourd'hui ait les moyens juridiques, je dis bien des juridiques, d'expulser quelqu'un qui est dans une situation de bâtiment menaçant en ruine, où sa vie est en danger. Après, le procès verbal de la protection civile, de la commission auxiliaire de protection civile. Une fois qu'il a l'autorité administrative a les moyens juridiques d'expulser quelqu'un pour le sauver de ce danger, il faut ensuite qu'il y ait des moyens au niveau des communes. En quoi faisant? Les communes souvent ne s'occupent pas effectivement de cette situation de matériel. Dans les débats d'orientation budgétaire, la commune peut prendre déjà comme solution, on peut acheter une pelle mécanique, acheter un camion ben, ensuite un pocolin plus tard. Ça ne coûte pas 800 millions, 900 millions. En l'achetant, on règle 3 problèmes. D'abord, on a les moyens de démolir les bâtiments qui sont dans notre commune et se faire rembourser. Deuxième avantage, on peut créer des emplois parce qu'il faut un chauffeur, il faut un mécanicien, il faut etc. pour l'entretien. Et le troisième avantage, ce matériel qui est à notre disposition peut occasionner des rentrées d'argent. Parce qu'on peut mettre en location. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et parlons à présent de la polémique autour de la prétendue suppression des lignes de minibus Tata des itinéraires du bus rapide transit. L'association de financement du transport urbain qui a véhiculé l'information accuse le directeur général du conseil exécutif des transports urbains de Dakar de vouloir la faire disparaître du secteur des transports au profit des entreprises étrangères. Les autorités de l'AFTU étaient hier en conférence de presse suivant le compte-rendu de Papa Dagay. C'est face à la presse que l'AFTU, Association de financement du transport urbain, a exprimé toutes ses inquiétudes. Selon l'organisation, le Conseil exécutif du transport urbain durable, CETUD, a l'intention d'exclure le réseau de l'écosystème du transport routier. D'abord, par une interdiction formelle pour leurs bus d'emprunter l'itinéraire du BRT. Il y a M. Thierno Birahim Aou, qui est le directeur général du CETUD. Il veut dégager l'AFTU dans un premier temps, éloigner les lignes d'AFTU, par exemple, qui passaient au Parcelles Assainies, les amener à la nationale. Les autres, il les amène à la V23. Au profit de qui? De son opérateur. C'est ce que AFTU a refusé. Une situation qui, pour ce réseau de transport en commun, met en cause la rentabilité de leurs activités et menace la stabilité du secteur. Même si on combine Dakar Demdik, le BRT et le TER, AFTU transporte plus de personnes que toutes ces entreprises réunies. Donc c'est aux Sénégalais qu'ils veulent nuire, pas qu'à AFTU. Pour toutes ces raisons, AFTU réclame le départ du directeur général du CETUD. Mercredi passé, convoqué une réunion. Le CETUD avait convoqué une réunion la semaine dernière, mais nous n'y sommes pas allés. Et ce sera ainsi tant que Thierno Birahim Aou sera directeur général du CETUD. Le président de la République. Dans le circuit routier du Sénégal depuis des décennies, le réseau AFTU joue un rôle majeur avec plus d'1 400 000 personnes transportées chaque mois. Mais ces acteurs redoutent une faillite de leurs entreprises à cause d'une éventuelle décision du CETUD de suspendre la circulation de leurs lignes de bus du corridor du BRT.
Banda Gaye. Dans un communiqué, le CETUD a formellement démenti certains opérateurs de l'AFTU en rappelant que depuis la libération des emprises du projet BRT jusqu'à sa mise en exploitation, les procédures les plus rigoureuses en termes de concertation et d'engagement des parties prenantes ont été suivies. Poursuivant ces explications, la structure de gestion du système de transport rappelle qu'un protocole d'accord a été signé avec les opérateurs locaux avant même le démarrage des travaux sur la nécessité de réorganiser le réseau du transport collectif à Dakar. D'après le CETUD, cette restructuration des lignes, un exercice classique dans le cadre de l'introduction des transports de masse, répond aux exigences de fluidification du trafic automobile, de recherche de complémentarité avec les autres modes de transport et d'extension du réseau vers des territoires moins desservis. Le CETUD invite les opérateurs de l'AFTU à plus de responsabilité et de concertation interne pour la bonne gestion des lignes de transport qui leur sont confiées. Et toujours dans l'actualité de ce 13h, pour rendre hommage à Feu Babacar Touré, pionnier de la presse privée au Sénégal, décédé il y a 4 ans, des confrères ont organisé ce vendredi un panel sur la problématique de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les défis à relever sont multiples pour assurer le contrôle des contenus diffusés à flot dans le monde numérique. D'après les panélistes, ils ont abordé, entre autres questions, l'insuffisance des programmes adaptés aux enfants, les menaces sur la survie des médias classiques et la prolifération des sites internet au Sénégal. tey jii kenn mënu ko weddi ne xarala yu yees yi andi nañ ay coppite yu doy waar ci keppaaru tasum xibaar. tey jii rajo yeeg télé yi kenn mënu ci dem te àndook yi la coppite. même chose c'est une nouvelle technologie, la technologie numérique. lawaayu xarala yu yees yi moo tax. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Dans le souci de mieux réguler le secteur des médias, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, à travers un communiqué paru jeudi 25 juillet 2024, a sommé les éditeurs de presse écrite ou digitale qui ne se sont pas encore pliés à la réglementation en vigueur de respecter les articles 80 et 82 portant Code de la presse. Les entreprises de presse ont ainsi jusqu'au 29 juillet pour se conformer aux nouvelles mesures concernant la déclaration de parution et le respect du dépôt légal, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi. Des acteurs de la presse ont réagi dans ce reportage signé Omar Thiam. Le communiqué est paru ce 25 juillet et donne 4 jours aux entreprises de presse classiques et digitales pour s'acquitter de leur déclaration de parution sous peine d'en subir les conséquences. Seul hic, un délai très court vu la tâche à accomplir. Beaucoup ne connaissent pas la procédure parce que le dépôt légal, en fait, ça date et puis c'est une norme dans le métier de journalisme qu'avant parution, quand même, que les exemplaires du journal soient déposés au niveau de 6 structures de l'État. Les éditeurs et distributeurs des entreprises audiovisuelles, pour leur part, ne connaissent pas encore du moins officiellement la date échue pour être en phase avec le ministère de la Communication. Pour Ibrahim Lissefay, ces mesures à l'endroit de toutes les branches de la presse arrivent au bon moment pour assainir le secteur. Plusieurs fois, on a insisté pour que le code de la presse soit appliqué. Maintenant, on ne peut pas, bien entendu, être sélectif dans l'application. Et donc, quand on crée un organe, on doit le faire selon les lois et règlements du pays. Ibrahim Bahoum, membre du CNRA, est conscient des éléments extérieurs qui agressent de part et d'autre le 4e pouvoir, d'où un très probable changement de paradigme pour mieux réguler le secteur. Progressivement, évidemment, on se rend compte qu'au fur et à mesure que la technologie avance, que, comme dit l'autre, le numérique qui est en train de s'imposer à tout le monde, forcément, il y aura besoin de s'adapter.
Je l'ai évoqué tantôt pour rendre hommage à Feu Babacar Touré, pionnier de la presse privée au Sénégal, décédé il y a 4 ans. Des confrères ont organisé ce vendredi un panel sur la problématique de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les défis à relever sont multiples pour assurer le contrôle des contenus diffusés à flot dans le monde numérique. D'après les panélistes, ils ont abordé, entre autres questions, l'insuffisance des programmes adaptés aux enfants et les menaces sur la survie des médias classiques au Sénégal. Il n'est plus à démontrer que l'avènement des technologies numériques a complètement bouleversé la nature du paysage audiovisuel. Aujourd'hui, les télévisions et les radios classiques ne sont plus en mesure de se tenir à l'écart du progrès technique. L'émergence de cette nouvelle technologie, la technologie numérique, a fait que l'Internet est devenu de facto, d'accord, un média de convergence. C'est-à-dire aussi bien la presse écrite s'est retrouvée sur Internet, la radio s'est retrouvée sur Internet, et en fait, on a eu un média fédérateur. La révolution numérique a ainsi changé les règles du jeu et sécrété cependant un énorme lot de menaces. Les panélistes ont mis à plat l'insuffisance des mécanismes de protection des enfants dans cet environnement en pleine expansion. Les dérives des contenus médiatiques impactent le jeune public. Notons que près du tiers des enfants n'arrivent pas à distinguer entre images scènes réelles et images scènes fictives vues à la télévision. Selon les enfants, les émotions les plus récurrentes déclenchées par les images sont la peur. Les panélistes recommandent, entre autres actions, la réforme du code de la presse, la mise en place d'un nouvel organe de régulation de l'audiovisuel. Nous savons qu'il y a eu des textes bien conçus pour ARCA, mais nous pensons que la mention numérique dans la dénomination est importante. Nous appelons également à la dépénalisation des délits de presse en tenant compte des valeurs socio-culturelles. Ce panel a été organisé pour rendre hommage à notre confrère Feu Babacar Touré, décédé il y a 4 ans, jour pour jour. Et puis sport en plus bref, Jeux Olympiques Paris 2024, les athlètes sénégalais ont raté leur première sortie. Ce samedi, l'escrimeuse sénégalaise Ndeye Binta Diong, première athlète de la délégation sénégalaise à entrer en lice aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a été éliminée en 32e de finale selon Tagat. Dans un duel acharné, elle a été battue de justesse par l'Égyptienne Aya Hussein avec un score final de 14-15. En natation, la nageuse sénégalaise Oumy Diop a terminé à la 4e place de sa série du 100 mètres papillon, une performance insuffisante qui ne lui permet pas de se qualifier au tour suivant. Place maintenant à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parus ce samedi évoquent des sujets très variés. Le journal LAS fait le focus sur le rapport de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. L'horreur règne dans les prisons sénégalaises, affirme LAS, qui révèle sur la base de ce rapport que les conditions dans lesquelles les détenus sont placés en cellules disciplinaires sont incontestablement attentatoires à la dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Écrit le journal en citant le rapport consacré à la situation des prisons en 2023. Le journal Source A aussi a parcouru ce document. Il affirme en le citant que 12 910 personnes privées de liberté vivent dans l'exiguïté et la promiscuité. Le journal Le Quotidien fait des révélations sur le report d'une réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international avec le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Selon les explications du journal, le ministre des Finances et du Budget savait que des questions l'attendaient sur les causes et circonstances du dernier eurobond de 450 milliards de francs CFA auxquels les partenaires n'étaient pas associés. Le Quotidien
Quotidien déclare que le faux bond de Diba prive le pays dans l'immédiat d'un décaissement de 230 milliards de francs CFA qui aurait été particulièrement bienvenu avant celui de décembre portant sur 109 milliards. Le quotidien L'Observateur s'inquiète de la situation critique des entreprises au Sénégal qui sont asphyxiées par la pression fiscale, affirme L'Observateur. La fermeture annoncée de la société Premier Bet Sénégal est une illustration selon le journal. La fiscalité ne doit pas être un frein pour l'épanouissement des entreprises, dit l'un des spécialistes de la matière fiscale, interrogé par L'Observateur. Un autre expert de ce domaine observe qu'il y a problème d'équité fiscale au Sénégal. Il n'y a pas une répartition équitable de la charge. Si chacun payait sa juste part, il n'y aurait pas de problème, analyse le même spécialiste. Wolf Quotidien, quant à lui, craint qu'il y ait une recrudescence des départs de pirogues vers l'Europe d'ici à octobre. Des embarcations transportant plus de 500 migrants ont été récemment interpellées par la marine sénégalaise, fait remarquer Wolf Quotidien en titrant « Ça redémarre ». Sud Quotidien s'intéresse à la grande épreuve de l'opposition sénégalaise, la remobilisation de ses militants pour les prochaines élections. Le hic, c'est que les partis et coalitions de partis membres de cette opposition sont dirigés par des leaders à la cote de popularité fortement fragilisée, bien avant même le scrutin présidentiel de mars 2024, note le journal. Sud Quotidien évoque l'éventualité d'une refondation des partis et coalitions de partis autour d'une nouvelle personnalité. Sont concernés Rewmi de l'ancien Premier ministre Idriss Seck, la coalition au Sénégal, dirigé par Khalifa Sall, le Parti socialiste d'Aminata Mbengue Ndiaye et l'Alliance pour la République d'Amadou Ba, selon Sud Quotidien. Bës Bi Le Jour nous plonge dans le milieu de la vannerie. Il consacre un dossier au rognier qui produit la matière première des vanniers et la belle histoire des années 1970, une période où la vannerie était florissante. De même, raconte Bës Bi Le Jour, la revanche de la vannière Rose Wade sur l'école et la vie d'Ali Thiaw, l'un des rares hommes encore dans la vannerie, un métier d'homme confisqué par les femmes. La participation des Sénégalais à l'organisation des Jours de Paris fait la une du journal Enquête qui s'intéresse surtout aux talents sénégalais de l'ombre. Alors que le danseur franco-sénégalais Guillaume Diouf a livré une prestation double XL devant les téléspectateurs du monde entier, ils sont nombreux ces jeunes et adultes sénégalais qui contribuent à la réussite des Jeux Olympiques Paris 2024 dans la plus grande discrétion, lit-on dans le même journal. En font partie les frères Gueye, Yanis Fabrice Salim Alexandre et Skande Andreas, dont Enquête raconte les parcours professionnels. Le journal Stade, quant à lui, évoque le parcours du Sénégal dans l'Olympisme de Tokyo 1964 à Paris 2024. Après un spectacle grandiose à l'ouverture des JO, la chasse aux médailles lancée titre Le Soleil, qui dit avoir été témoin d'une cérémonie hors du commun. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 14h pour le journal en Wolof. Bon après-midi en compagnie des programmes de la 7TV.